Donc, nous voici maintenant aux dernières journées. Le prochain panel concerne les étapes 4 et 5 du guide, qui sont celles de l'engagement de conservation et l'élaboration d'une stratégie de conservation. D'abord, M. Goulvendi nous présentera l'étape 4 qui tient compte des décisions d'aménagement du territoire sur la conservation des milieux humides et hydriques. Et ensuite, l'étape 5 qui consiste à formaliser la volonté d'action de la MRC et à élaborer son plan d'action dans le cadre du plan régional. Afin de bien illustrer toutes ces deux étapes, nous aurons aussi de courtes présentations de nos panélistes invités. Dans l'ordre, il y aura M. Éric Morancy, directeur du service de l'aménagement du territoire à la MRC d'Argenteuil, M. Jean-Claude Belzile, directeur à la direction de l'environnement à la ville de Lévis, M. Luc Traversy, inspecteur régional en foresterie à la MRC d'Arthabasca. Mais d'abord, j'inviterai M. Goulvendi à venir présenter les étapes 4 et 5 du guide. Nous sommes rendus aux dernières étapes de l'élaboration d'un guide des plans régionaux des milieux humides et hydriques, l'étape 4 et 5, qui sont l'engagement et les stratégies de conservation. C'est à travers principalement l'étape numéro 4 qu'on va pouvoir respecter le troisième principe pour rendre conforme à l'approbation de votre plan par le ministre. Il s'agit du principe favoriser l'atteinte d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Donc c'est un principe important que je vais tenter de vous expliquer pour mieux le comprendre et également pour vous rassurer. Puis avant de commencer à parler directement dans le vif du sujet des étapes 4 et 5, je voudrais reparler de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques pour mettre contextualiser finalement qu'est-ce que l'aucune perte nette. Donc la LCMHH a été adoptée en juin 2017 et cette loi-là, en gros, modifie 5 lois. Donc la loi sur la conservation du patrimoine naturel, la loi sur l'eau, la loi sur la qualité de l'environnement, la loi du MDDEP et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ces différents axes de réforme s'articulent autour de mesures de conservation du patrimoine naturel, de planification de la gestion intégrée des ressources en eau, du régime d'autorisation environnementale, des fonctions et pouvoirs du ministre de l'Environnement, et enfin de la planification et de l'aménagement du territoire. Et tout ça, tous ces différents axes-là aussi ont un objectif commun qui est celui de l'aucune perte nette des milieux humides et hydriques sur le territoire. Donc l'objectif d'aucune perte nette est vraiment au cœur de cette loi-là, la LCMHH. Et l'objectif d'aucune perte nette, lui, il est fixé par l'ensemble de différents mécanismes de contrôle que sont ceux présentés sur ce sablier. On a premièrement la loi sur la conservation du patrimoine naturel qui touche à la conservation gouvernementale de milieux humides et hydriques d'intérêt dit exceptionnel. Donc là, le gouvernement va travailler à regarder sur le territoire lesquels milieux nécessiteraient ou mériteraient une conservation de ce type-là. Donc, une fois qu'on fait ce travail-là, on a un premier niveau d'évitement de perte de milieux sur le territoire. Par la suite, on a les plans régionaux de milieux humides et hydriques qui, eux, touchent la conservation et l'aménagement intégré du territoire. Donc encore une fois, quand les MRC vont identifier les milieux d'intérêt et à conserver en termes de protection, restauration, utilisation durable sur le territoire, en lien avec le territoire, donc on aura un deuxième niveau d'évitement, donc plus stratégique celui-là. Ensuite, au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement, avec les certificats d'autorisation 22, on a la vérification de la conformité de projet, l'analyse de l'impact réel des projets, et on porte une décision qui permet ou non de faire les projets. Donc c'est vraiment le dernier verrou à la perte de milieu sur notre territoire. Donc encore une fois, on a notre dernier évitement et aussi minimisation dans la séquence d'atténuation pour éviter des pertes sur le territoire du Québec. On a également aussi un nouveau pouvoir de refus qui émane de cette loi LCMHH. Si des pertes sont autorisées par le ministère de l'Environnement, on a le règlement sur la compensation pour les pertes ou l'atteinte au milieu humide et hydrique qui s'applique. Donc là, il y a une formule qui nous permet de récolter de l'argent qui, lui, va garnir le Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État.
Et avec ce fonds-là, on va actionner le programme de restauration-création pour venir faire des projets concrets sur le territoire et venir restaurer, créer des milieux sur le territoire. Et c'est ainsi qu'on arrive à retourner à cet équilibre-là. C'est comme ça que s'articule dans la loi l'objectif d'aucune perte nette. C'est un objectif qui repose sur les épaules de notre ministère, de notre ministre. Donc, le ou la ministre, en 2027, devra déposer un bilan de cet objectif-là à l'Assemblée nationale et on pourra en discuter. Donc, il est prévu d'ailleurs que si jamais ce n'est pas un bilan qui est positif, il y aura des modifications de loi ou d'autres modifications qui pourront avoir lieu pour rectifier le tir. Mais dans le cadre d'un plan régional, comment s'applique ce principe-là d'aucune perte nette? On dit bien, la loi le dit bien, le principe c'est favoriser l'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Donc c'est pas un objectif qui repose sur les épaules de la MRC, c'est pas la MRC avec son plan régional qui vient de nous dire, moi avec ma prévision, il y a 32,5 hectares de milieux humides qui risquent d'être détruits. Donc avec les projets de restauration que je propose, j'ai mon 32 hectares de projets de restauration, donc j'ai mon équilibre en termes de mètres carrés près. C'est pas vraiment ça à quoi on s'attend dans le cadre des plans régionaux, mais c'est plutôt un équilibre dit stratégique à l'échelle de l'outil de planification que sont les plans régionaux. Donc, dans le plan régional, ce qu'on demande à la MRC, c'est d'évaluer les impacts sur les milieux humides et hydriques en amont du développement, dans un horizon de 10 ans, puisque c'est un exercice qu'on va réitérer à tous les 10 ans. Et pour estimer les pertes anticipées, on peut regarder sur le territoire, c'est quoi les espaces à développer à l'intérieur du périmètre urbain, c'est quoi les secteurs soumis à des pressions de développement, c'est quoi les menaces que j'ai sur mon territoire, sur mes milieux humides et hydriques, c'est quoi mes zones agricoles dynamiques ou attractives pour certains types de projets, etc. etc. Donc c'est flairer en fait finalement les pertes anticipées sur le territoire en fonction de la connaissance que nous avons en ce moment même. Par la suite, une fois qu'on a évalué ces impacts-là ou ces pertes, c'est d'équilibrer donc ces pertes anticipées par l'identification de milieux humides et hydriques à restaurer ou créer. Donc, c'est comme la prise de conscience qu'on va perdre des infrastructures vertes sur notre territoire. Plutôt, on a établi le fait qu'on a des enjeux et que certains milieux mériteraient de la conservation à perpétuité pour atténuer certains impacts. Donc, vis-à-vis de cette prise de conscience-là qu'on va perdre des milieux, c'est comment identifier sur le territoire des milieux à restaurer et ou à créer, donc toujours en lien avec les enjeux identifiés dans le portrait du plan régional. Alors, maintenant on passe véritablement à l'étape 4, l'engagement de conservation. C'est ce qu'on appelle aussi l'arbitrage des enjeux. Avant de commencer avec cet exercice, c'est pas que c'est tout ça, mais l'idée c'est de spatialiser les enjeux sur une cartographie, donc positionner les milieux humides qu'on aura identifiés dans le diagnostic qui seraient d'intérêt pour la conservation sur une carte, puis par-dessus rajouter toutes les contraintes d'aménagement liées à la planification en vigueur et les enjeux de développement qui auront été détaillés plus tôt dans le portrait, donc dans le contexte d'aménagement. Encore une fois, il peut s'agir des grandes affectations, des secteurs à densifier, des infrastructures et équipements de transport projetés et autres. Et une fois qu'on a fait cette superposition d'enjeux-là, vient l'arbitrage on se pose la question au final, y a-t-il des secteurs qui nécessitent une conciliation entre les enjeux de conservation des milieux humides d'intérêt déterminés plus tôt, et ceux des enjeux de développement qui sont en vigueur vis-à-vis de nos outils d'aménagement de territoire. S'il n'y en a pas, ce qui peut arriver, c'est des cas de figure qui peuvent arriver, l'ensemble des milieux humides et hydriques qu'on aura identifiés d'intérêt pour la conservation dans notre diagnostic iront directement dans le choix de conservation de la MRC sur le territoire. Par contre, s'il y a une conciliation qui est nécessaire, là, ce qui est demandé à la MRC dans le cadre de son plan régional, c'est de passer par une séquence éviter, minimiser, un peu comme on fait quand on dépose un projet auprès de sa direction régionale, un projet qui porte atteinte au milieu humide et hydrique. Et donc, c'est une série de questions qu'on se pose. Est-ce qu'on est capable d'évaluer des choix d'aménagement alternatifs? Et que là, on se pose la question sur est-ce qu'on est capable de modifier l'aménagement de notre territoire aujourd'hui?
Ça peut être non, parce que le schéma d'aménagement a été révisé 2 ans auparavant, c'est quand même un peu trop tard. Ou oui, on a une opportunité de revoir ça, parce qu'au final, les milieux humides qu'on a identifiés dans le parc industriel, c'est une contrainte majeure au développement, et donc j'ai une opportunité sur mon territoire de faire mon parc industriel ailleurs, et je vise cette opportunité-là pour déplacer mes activités. Donc c'est une ouverture à revoir l'organisation du territoire. C'est à la MRC de nous en faire part, mais c'est aussi à elle de peut-être chercher ces opportunités-là. Donc s'il y a une ouverture à revoir l'organisation du territoire, on déplace au final les enjeux d'aménagement, et encore une fois, les milieux humides hydriques qui auront été identifiés dans le diagnostic comme d'intérêt pour la conservation seront les choix de la MRC pour la conservation. Si au contraire la priorité est accordée au développement, ce qui peut être tout à fait justifiable, là encore une fois on demande à la MRC de nous justifier pourquoi la priorité est accordée au développement et c'est quoi les orientations spécifiques pour atténuer les problématiques environnementales appréhendées. Donc encore une fois c'est la prise de conscience. On a le rond vert en fait ne signifie pas l'ensemble des milieux humides hydriques du territoire mais bien ceux qu'on a identifiés comme prioritaires. Si l'aménagement vient à impacter ces milieux humides et hydriques dits prioritaires, c'est se poser la question à savoir si on les a identifiés comme tels, c'est parce qu'il y avait des enjeux, c'est qu'ils étaient utiles et nécessaires sur notre territoire vis-à-vis de notre problématique. Donc, vis-à-vis de cette prise de conscience-là, encore une fois, c'est comment... Et là arrive le principe au final d'aucune perte nette, je n'ai pas mon petit signe, mais c'est là où on se dit, ok, maintenant, je dois trouver des sites, des milieux humides et hydriques à restaurer et d'autres sites plus terrestres ou dans lesquels je devrais créer des milieux hydriques pour finalement revenir à un niveau de perturbation qui est acceptable. Les choix de conservation des milieux humides et hydriques, une fois qu'on les a choisis en fonction de tous ces questionnements-là qu'on s'est posés, arrive le deuxième niveau d'arbitrage qui est la déclinaison de la conservation sur le territoire. Donc d'un côté, on se dit il y a certains milieux qui nécessitent une protection style cloche de verre, on l'a déjà entendu tout à l'heure, donc lesquels et pourquoi. Par contre, il y en a d'autres qui où c'est acceptable des activités sur ces milieux-là. On a parlé beaucoup de foresterie ce matin, donc on parle plus d'utilisation durable. Il y a beaucoup d'activités qui pourraient avoir très peu d'impact, voire des impacts non significatifs sur ces milieux-là, qui pourraient être autorisés. Donc c'est l'idée de ne pas changer le changement d'usage du milieu. Et enfin, c'est la conservation, c'est quel milieu mériterait d'être restauré et d'autres créés pour finalement venir rétablir l'équilibre de l'aucune perte nette. Tout ça envisagé dans un document qui est stratégique, qui est une planification, et on essaye de voir au mieux dans le futur ce qui va arriver. Donc, je reviens sur ma diapo. En gros, ce que dit la loi aussi, et ce sur quoi c'est bien important que ça figure dans votre plan régional, c'est l'article, je crois, 15.2 qui dit que le plan régional doit identifier, donc spatialiser, les milieux à conserver pour la protection, les milieux pour l'utilisation durable et les milieux qui seront d'intérêt pour la restauration-création. Fait qu'on s'attend à avoir une carte avec l'identification de ces milieux-là et une justification qui soutient cette cartographie-là. Donc ça, c'est vraiment l'arbitrage, c'est la cartographie ultime, je dirais, de votre plan régional. Puis, une fois qu'elle est faite, cette cartographie, c'est la 5e et dernière étape, qui est la stratégie de conservation. Donc ça, c'est vraiment le dernier volet du guide. On fait figurer beaucoup d'exemples qui ont déjà été faits au Québec par différentes MRC. Donc, on publicise différents moyens pour l'atteinte des objectifs pour faire atterrir cette cartographie-là. Ça peut être en lien avec la planification, donc des affectations, des identifications des milieux humides d'intérêt, des moyens réglementaires, des PAE, PIA, des réglementations au remblai des blés. Ça peut être également de la sensibilisation, c'est-à-dire que vous avez identifié des milieux sur votre territoire, il y a plein de gens qui se demandent, mais y en a-t-il des milieux humides chez nous? Ça peut être intéressant aussi de faire voir cette cartographie-là à l'ensemble des citoyens sur votre territoire. Ça peut être des sensibilisations en lien avec des partenaires comme des organismes de conservation qui développent des cahiers de propriétaires qui vont venir chez les gens pour pousser la conservation dite volontaire.
Ça peut être des programmes d'achat de propriété aussi. Il y a des municipalités qui sont lancées dans l'aventure là-dessus. C'est sûr, ça coûte cher, mais ça évite beaucoup de problématiques en lien avec la conservation sur le territoire. Et ça peut être aussi de l'acquisition de connaissances. On parle d'un projet qui est itératif, plusieurs tours de roue. C'est sûr que tantôt on parlait à partir de quand commencer notre plan régional, à quel niveau de précision de données. À partir du moment donné, on commence d'y aller avec les données qu'on a, en sachant très bien que dans le cadre du plan, on va plutôt décrire certaines problématiques sur notre territoire qui, au final, vont faire valoir que si on développe plus de connaissances sur tel milieu, dans telle partie de notre MRC, on arrivera à un deuxième diagnostic dans les prochaines années beaucoup plus précis et surtout des actions beaucoup plus précises. Donc ça peut faire partie de votre moyen aussi pour faire atterrir votre plan régional. Enfin, la MRC s'engage dans une volonté d'action avec son plan d'action. Donc ça, c'est encore une fois identifié dans les articles de loi. Le plan régional doit élaborer un plan d'action qui comprend des objectifs et aussi élaborer des mesures de suivi pour faire le point au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce plan-là. Fait que ça met fin à toutes les étapes qui sont approchées dans le guide pour élaborer votre plan régional. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été décrites ce matin, différentes méthodes pour arriver à vos fins. Le guide, ce qu'il vous propose, c'est surtout une démarche cohérente et à laquelle on vous demandera peut-être de vous justifier sur les données que vous utilisez, les méthodes que vous allez utiliser pour prioriser vos milieux. Et c'est là-dessus aussi qu'on va enclencher des discussions, notamment quand vous allez venir nous voir en lien avec vos plans de travail pour élaborer vos plans régionaux. Donc les plans régionaux doivent être déposés au ministère de l'Environnement d'ici le 16 juin 2022. Et nous, on travaille présentement à élaborer un guide qui va être rendu public, qui va vous dire comment on va analyser les plans régionaux. Donc c'est sûr qu'on reprend encore une fois la loi. Les éléments de contenu prévus par la loi sur l'eau, il va falloir qu'ils soient présents dans votre plan. On va regarder si les données que vous utilisez sont les plus à jour, ce sont celles de Données Québec ou de Géoboutique. On va regarder si les thématiques d'analyse du guide sont suivies, donc les contenus et des démarches attendues, et surtout si les 3 objectifs sont atteints. Une fois que le plan est déposé, nous, on fait une consultation interministérielle, comme précisé dans la loi. Donc, on va consulter le MAMACH, le MFFP, le MAPAC et le MERN, et on va regarder le plan avec vous, et ensuite, avec eux, je veux dire, et il sera ensuite approuvé par le ministre. Merci. Merci beaucoup, Jordan. Donc, maintenant, ça va être le temps d'illustrer les étapes 4 et 5 par des exemples concrets qui se sont déroulés dans des MRC. Puis, le choix de nos panélistes a été fait en fonction de tenter de représenter le plus possible le Québec des MRC. On a une MRC, dans le fond, très métropolitaine, donc la ville de Lévis, comme j'ai mentionné, donc intégrée dans le plan métropolitain de la ville de Québec. On a une MRC qui est dans une communauté métropolitaine en partie, visée par l'orientation 10, mais à caractère quand même rural. Puis une MRC aussi, qui est celle d'Argenteuil, puis une MRC qui est dans les régions. Donc le choix a été la MRC d'Artabasca avec un pôle centre, la ville de Victoriaville, mais quand même avec des municipalités très rurales. Donc, on s'entend, il y a tout plein d'autres réalités, mais avec cette brochette, dans le fond, d'experts de MRC, on trouvait qu'on couvrait quand même assez large. Donc, premier conférencier, dans le fond, panéliste, M. Éric Morancy. Je l'invite à nous présenter l'exemple de la prise en compte des milieux humides et hydriques, des milieux naturels qui incluent les milieux humides et hydriques dans sa MRC. MRC d'Argenteuil. Merci. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire qui date d'avant la loi 132. Il était une fois les algues bleu-vert. Non. En fait, vous allez comprendre. Rapidement, vous dire un peu positionner la MRC d'Argenteuil. Donc, on est au nord-ouest de la région de Montréal. Et donc, on a un territoire forestier à 75% environ, la zone agricole. Et vous imaginez les cours d'eau là, principaux dans l'axe nord-sud. Là, j'ai 5 minutes pour faire une présentation, donc je vais essayer de faire ça court, une histoire rapide.
Et bref, tout ça pour dire qu'il y a déjà, au niveau social, quand même un terreau pour la conservation. On a une présence anglo-saxonne importante. Il y a des gens qui ont beaucoup de valeurs au niveau de la nature. Et c'est facile d'arriver avec des propositions à ce sens-là. Mais c'est sûr que 2008, c'est un électrochoc un peu avec le plan d'action sur les lacs qui a suivi l'épisode des algues bleu-vert. Et la prise en compte environnementale a vraiment démarré à ce moment-là. Et en 2011, on a tenu avec les décideurs un sommet sur l'environnement où Louise Gratton, et oui, Louise Gratton, invitée par la conseillère en environnement Agnès Grondin, qui est aujourd'hui députée, a abordé la question des noyaux de conservation, des corridors écologiques, et les élus ont eu les yeux ouverts, grands comme ça, et ils se sont dit, OK, il faut faire quelque chose en lien avec ça. Donc, ça a teinté la planification stratégique qui a suivi par la suite et on s'est mis dans l'idée de faire dans le fond, de connaître nos milieux naturels d'intérêt. Et vous voyez peut-être pas, là, mais il y a quand même des actions très précises sur dans le fond, la biodiversité dans la planification stratégique de la MRC. Je vais le lire pour vous. Donc, préserver et mettre en valeur la biodiversité, s'adapter au changement climatique, reconnaître les paysages. Donc, c'est des idées, on est en 2012-2013, des idées qui sont déjà là. La stratégie de conservation, c'est un terme qu'on a utilisé, mais c'est un peu distinct, évidemment, de ce qu'on vient d'entendre par rapport aux plans régionaux. C'était une expression qu'on s'est donnée pour se donner une stratégie, donc un plan d'action pour essayer de conserver la forêt, majoritairement les forêts d'intérieur, dans l'aspect qui sont aujourd'hui le plus possible pour les générations futures. Donc, il y a des enjeux qui ont été déterminés en lien avec ça. Évidemment, l'acquisition de connaissances est très importante. C'est le premier point là, dans la flèche. L'acquisition de connaissances et dans le fond, la concertation avec nos municipalités. Évidemment, le conseil de la MRC qui entérine une démarche à la fin. Rapidement, là, dans le fond, l'idée, c'était d'identifier les noyaux importants de conservation et d'arriver avec la connectivité de ça. Ce que ça donne, c'est un peu sous le principe, vous connaissez peut-être l'image là, qui est à gauche, dans le fond, l'idée des noyaux, des corridors. Donc, il y a eu une priorisation des grandes forêts d'intérieur sur notre territoire par rapport, dans le fond, à l'ensemble du territoire. Et puis, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Il y a 8 critères là, qui ont rentré dans l'identification. Les géomaticiens ont travaillé très fort sur l'analyse de toutes ces données-là. Mais donc, ça a donné un peu une carte, je dirais, globale, stratégique, pour se doter, dans le fond, de noyaux, de corridors de biodiversité. Et là, où est-ce que le message que je veux un peu vous donner, c'est que cette identification-là n'est pas restée là, tablettée, donc ça a donné un document, plus un document stratégique qui était adopté, mais il y avait des enjeux, plutôt un plan d'action qui incitait dans le fond à travailler de concertation avec le milieu et tout ça, mais pas d'encadrement réglementaire très formel. C'est plutôt quelques années plus tard où est-ce qu'on a décidé, dans le fond, d'intégrer ça au schéma d'aménagement au niveau du concept d'organisation spatiale pour éventuellement teinter les développements à venir sur notre territoire. Parce qu'il faut savoir qu'on fait tout ça en prévention aussi d'un développement qui s'en vient. Plusieurs ont entendu parler des 2e, 3e couronnes, 4e couronnes de la région de Montréal. Bien, je vous le dis, là, on est là. Le développement arrive aujourd'hui, alors qu'on a déjà une stratégie qui est en place depuis quelques années. Et on n'a pas parlé de milieux humides encore, donc on est dans les milieux naturels. Les milieux humides vont arriver un peu plus tard dans le processus. Donc, évidemment, on est des géographes, des urbanistes, donc on pense le territoire un peu en fonction de différentes couches. Et l'idée, c'était que le réseau écologique puisse teinter les décisions d'aménagement du territoire. On a mis le plan de développement des transports qui était en cogitation au niveau de la MRC qu'on a adopté. Évidemment, c'est pas la STM, là. Donc, c'est l'idée d'avoir éventuellement des réseaux de taxibus qui vont desservir nos municipalités locales. Et dans le fond,
la superposition de tout ça a créé, a influencé une carte, en tout cas des secteurs prioritaires d'aménagement que la MRC voulait se donner pour orienter le développement, surtout à l'extérieur des périmètres urbains, orienter le développement à l'intérieur des périmètres urbains, excusez, personne du ministère des Affaires municipales, ça va, OK. Non, je voulais dire, dans le fond, des secteurs qui s'appliquent évidemment à l'extérieur des périmètres urbains de la zone agricole. Donc, ça a donné, je dirais, ça a influencé les choix d'aménagement qu'on a fait. Et sur cette carte, vous voyez ce qui est enfoncé, à peu près 70% du territoire à l'extérieur de la zone agricole, à l'extérieur des périmètres urbains. Ce sont des secteurs qu'on a appelés de restriction, pour ne pas dire de réserve, où est-ce qu'il y a certaines limitations au développement, parce qu'on a aussi pris en considération, dans le fond, les noyaux de conservation. Alors, en 1 minute, on finit avec les milieux humides. Donc, en 2016, la cartographie Canara Limitée est arrivée et on l'a, dans le fond, on a superposé avec la carte des milieux naturels et on s'est rendu compte que, excusez-moi l'anglicisme, ça fitait. Donc, on a créé, dans le fond, les élus voulaient absolument avoir cette carte-là parce qu'il y avait une réglementation qui était historique à la MRC, aucun remblai, aucun déblai dans les milieux humides sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a des municipalités qui trouvaient que c'était un petit peu sévère, avec raison. Donc, on a identifié par une méthode géomatique les valeurs écologiques associées à chacun des milieux humides, des 10 000 milieux humides sur le territoire. Et ça nous a permis, dans le fond, d'orienter les futurs choix qu'on va faire au niveau du plan régional. On a des valeurs exceptionnelles, des valeurs plus faibles, et ça va donner éventuellement la table des mises pour le plan régional. Évidemment, les grands enjeux qu'on envisage, et ma collègue Stéphanie Morin demain va en parler un peu plus, les grands enjeux qu'on envisage dans la cartographie et tout ça, c'est vraiment comment on fait pour maintenir les services écologiques et, dans le fond, amener une direction au développement, parce qu'avec le parachèvement de l'autoroute 50, le développement est rendu chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Morancy. Donc, j'inviterai maintenant M. Jean-Claude Belzile de la Ville de Lévis à nous présenter l'exemple du plan de conservation sur son territoire. Merci beaucoup. M. Belzile. La présentation, elle se trouve à être la suivante. Elle suit la présentation. Okay. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici, surtout que je ne me considère pas, bien que je suis biologiste, comme un spécialiste des milieux humides. Heureusement, j'ai une équipe qui me supporte, qui est ici derrière moi, devant moi, en fait, derrière vous, une équipe extraordinaire qui m'a aidé à préparer aussi la présentation. Et je vais commencer peut-être, moi aussi, en vous contant une histoire. Savez-vous pourquoi les Beaucerons, lorsqu'ils descendaient en ville, partaient de la Beauce puis descendaient vers Québec, on les appelait les Jarrets noirs? C'est parce qu'ils traversaient notamment la ville de Lévis, donc ils traversaient les marécages de la ville de Lévis. Donc, c'est vous dire comment on est inondé de milieux humides à Lévis. Alors, pour faire oups, ce ne sera pas long, je vais vous revenir. Donc, la ville de Lévis, est située dans la zone métropolitaine de Québec. C'est la seule municipalité de la communauté métropolitaine de Québec qui se retrouve dans la partie sud. Elle est constituée d'une dizaine de villes, de la fusion d'une dizaine de villes. C'est une ville MRC, donc qui apporte certains avantages lorsqu'on parle de préparation de plans régionaux de milieux humides, parce que généralement, la ville s'entend bien avec la MRC quand c'est la même unité. Notre territoire de 444 km². 75% se retrouvent en territoire, c'est agroforestier. Donc, 444 km², c'est à peu près l'île de Montréal, pour vous donner une idée. Et seulement 25% de notre territoire est urbanisé. On a 25% de l'ensemble du territoire se trouve en milieu humide. C'est pour vous dire qu'on est vraiment dedans. Et aussi, il faut savoir aussi que la ville, donc 33% des superficies sont encore disponibles dans le secteur périmètre urbain. Donc, je disais aussi, on a un périmètre urbain qui n'est pas encore complètement développé. Et on a aussi beaucoup de milieux humides.
Les milieux humides se retrouvent principalement, évidemment, dans la section agricole, donc en dehors du périmètre urbain. On a aussi 300 cours d'eau, ce qui représente à peu près 850 km de cours d'eau. On a complété notre cartographie il n'y a pas tellement longtemps. On a fait une cartographie, on a revu tous nos cours d'eau, tous les fossés. Certains fossés sont devenus des cours d'eau, certains cours d'eau sont devenus des fossés. On a mis en place, avec la pression qu'on a, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la ville de Lévis, évidemment, c'est une ville qui est considérée comme la première en termes de vitalité économique. Donc, on a une énorme pression de développement. On a actuellement à peu près 30 projets de développement sur la table. On construit environ 1000 nouveaux logements par année. Alors, c'est vous dire un peu tout l'effort qu'on doit mettre en termes de conservation, parce qu'il y a énormément de pression à la ville de Lévis pour le développement. Donc, à l'époque, c'était très compliqué aussi d'obtenir des certificats d'autorisation. Ça pouvait prendre jusqu'à 3 ans pour obtenir des certificats d'autorisation. Donc, on a pris les choses en main. On a établi un plan de gestion des milieux naturels. Donc, ce n'est pas seulement un plan de gestion des milieux humides qu'on a mis en place, mais un plan de gestion des milieux naturels avec la notion de corridor écologique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à approfondir la connaissance, évidemment, toutes les étapes, approfondir la connaissance du territoire et identifier les priorités. Considérer les orientations en aménagement du territoire. Ce qu'on voulait aussi, c'est développer les secteurs structurants de nos axes pour faciliter la mobilité active et d'autobus, etc. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Et donc, on a voulu aussi prendre en compte les activités, les projets de développement, et on a donc ciblé les secteurs qu'on voulait garder, toujours avec la notion de corridor écologique. Donc, on a dédouané certains secteurs dans lesquels on s'est entendu avec le ministère, dire que ces secteurs-là, pour nous, c'est des zones à forte valeur écologique. Ces secteurs-là, c'est aussi des secteurs à fort potentiel de développement économique. Donc, ceux-là, on serait prêt à les sacrifier en échange de conserver certains terrains. On a mis en place aussi tout un mécanisme de compensation. Donc, je vous illustre un peu ce qu'on retrouve sur notre territoire. On a 3 grandes zones, 3 grands systèmes de milieux humides. Donc, on a la réserve de la Grande Plaie Bleue qui fait à peu près 15 km². Au centre, on a un massif de milieux humides dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Et du côté à votre gauche, donc de la partie ouest, on a aussi un très grand système de milieux humides. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est des liens entre ces milieux-là et les berges du Saint-Laurent. Donc, excusez-moi. Alors, ce que vous voyez, évidemment, vous voyez simplement ce que ça a donné comme plan de gestion. Donc, des zones de conservation, ça représente dans notre périmètre urbain un petit peu plus que 12% de nos milieux qui sont voués à la conservation. C'est un petit peu plus que ce qui était demandé par la communauté métropolitaine de Québec qui demandait que dans nos périmètres urbains, on a environ 12%. Et vous ne voyez peut-être pas le lien actuellement avec les grands systèmes de milieux humides que je vous montrais tantôt. C'est parce qu'ils ne sont pas illustrés ici, parce qu'ils se trouvent en terre agricole. Ce qu'on avait fait aussi à l'époque, ce qui était assez original, c'est qu'on avait mis en place un système de compensation pour garder de la valeur au terrain, parce qu'on est évidemment en terrain privé, pour que ces terrains-là gardent une valeur, pour que les propriétaires ne puissent pas dire on a été exproprié de façon détournée. Donc, on avait mis en place un système de compensation qui nous permettait d'avoir les sommes suffisantes pour permettre de sauvegarder ces milieux-là à perpétuité. Évidemment, ce système-là, ce qui a tombé dans toute notre façon de faire, c'est toute cette question de compensation-là qui ne fonctionne plus. Mais vous comprendrez que pour nous, la gestion, le plan régional des milieux humides, évidemment, on a déjà le squelette de fait. Donc, il va nous rester à travailler davantage sur les zones périphériques. On en était où dans l'implantation de ça? On a fait une résolution, on a adopté notre plan de gestion des milieux naturels en 2015. On a eu une lettre d'acceptation par la direction régionale du ministère de l'Environnement en juillet 2015. En juin, on l'a intégré, juin 2016, on l'a intégré dans notre schéma d'aménagement. Et on en était rendu à travailler sur l'adoption des règlements d'urbanisme pour rendre les orientations opposables aux citoyens. C'est là où on en était. Et évidemment, avec la publication de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, on a arrêté pour se repositionner parce qu'évidemment, tout le travail
une partie du travail est à refaire, bien qu'on ait le squelette déjà en place. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Belzile. J'inviterai maintenant M. Luc Traversy de la MRC d'Arthabasca à nous présenter l'exemple de stratégie de conservation des milieux humides et hydriques sur son territoire. Donc, on va essayer de discipliner au niveau de la MRC d'Arthabasca. Bon, ça représente 22 municipalités, centrées avec deux pôles principaux, Victoriaville, Warwick. En même temps que je fais le portrait de la MRC, mais je vous présente un peu aussi les menaces, les enjeux de développement là, qu'on a répertoriés ou qui ont été soulevés là, au cours de notre processus d'élaboration d'un plan de conservation des milieux naturels là, qu'on a fait. Vous en avez entendu parler ce matin là, avec Andréane, avec la ville de Drummondville, donc en parallèle avec eux, on était de l'avant avec ça. Donc, la culture de la canneberge, c'est un incontournable chez nous. Donc, la capitale de la canneberge, Saint-Louis-de-Blanton qui se vend de ça. Donc, sinon, au niveau de le terrain se divise en 3 secteurs principaux. Donc, on a toute la partie nord qui est très agricole, qui est dans les plaines. Au niveau du Piémont, donc on a un entre-deux. Et puis, dans les Appalaches, mais c'est définitivement beaucoup plus forestier. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a 8 de milieux humides, mais sur ce 8 de milieux humides-là, c'est important de dire en fait qu'on a 80 de ces milieux humides-là que c'est des milieux humides forestiers. Je vais revenir tout à l'heure, mais il faut garder ça en tête. Au global tout, là, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, on a 52 de couverts forestiers. Donc, les pressions, ils viennent de où? Ils viennent au niveau du développement, mais c'est au niveau des deux pôles, donc Victoriaville, Warwick. Sinon, les pressions, ils viennent au niveau parce que comme c'est l'ensemble du milieu naturel qu'on avait considéré, mais ça peut aussi gruger là, sur les milieux humides. Le développement de la canneberge, c'est à peu près le seul type d'agriculture dans la région qui peut encore prendre de l'expansion. Donc, c'est un incontournable. Puis, naturellement, quand même, les superficies agricoles, il y a quand même une pression là, qui peut être exercée. Donc, au niveau des enjeux environnementaux, la sédimentation et l'érosion, parce que là, dans le fond, on a toute l'eau qui arrive des montagnes, lorsqu'elle atterrit dans les plaines, ça cause des énormes décrochements. Notamment, un enjeu majeur chez nous, c'est la réserve d'eau potable de la ville de Victoriaville, qui est le réservoir qui se remplit de plus en plus. Donc, ça a comme été un wake-up call là, pour dire, hey, au tabarouette, c'est un enjeu important. Pas juste pour la réserve d'eau potable, mais aussi pour les producteurs agricoles qui perdent beaucoup de terrain. Donc, sinon, dans les plaines, quand je parlais des pressions exercées par le milieu agricole, mais c'est pas exclusif chez nous, là, c'est relativement généralisé. La piètre qualité des bandes riveraines versus les grandes cultures. Donc, c'est un autre enjeu. Essayer de retenir l'eau en amont pour atténuer les débits de pointe. Encore, c'est tout relié là, avec notre problématique de sédimentation et d'érosion. Puis, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais il y a des grands massifs de milieux humides qui ont été détruits pour l'agriculture et la canneberge dans le passé. Notamment, si on regarderait Saint-Louis-Blanford jadis, là, il y a 30-40 ans, Saint-Louis-Blanford était un grand milieu humide à grandeur. Maintenant, ils sont beaucoup plus rares. Donc, au niveau du volet hydrique, eh bien, donc on dit tout à l'heure, on a adopté un plan de conservation des milieux naturels. Les premières choses qu'on a fait, en discutant avec les OBV, lors des consultations avec le CREG, avec les OBV, tout ça, puis, il y a eu des bassins versants qui ont été établis en fonction des grands enjeux. Donc, je reviens avec mes enjeux environnementaux. Le bassin de la Bulstrode qui est au nord. Donc, c'est le réserve d'eau potable de la ville de Victo est à cet endroit-là. Puis on touche aussi des enjeux qu'on dit qu'on touche à d'autres territoires des MRC voisines. C'est un exemple parfait, celui-là, parce que c'est la grande priorité. Au cours du processus aussi, il y a des cours d'eau prioritaires qui ont été, ce qu'il y a en mauve, là, c'est les cours d'eau qui ont été déterminés comme étant prioritaires, même s'ils sont en dehors là, de nos bassins versants.
il y a des cours d'eau qui apparaissaient plus importants à sauvegarder, à préserver. Donc, au niveau du volet restauration, conservation, donc tout ce qui est en vert, là, c'est au niveau de la conservation, donc il apparaissait important de préserver le côté naturel de ces cours d'eau-là. Et tout ce qui est en rouge, c'est des sites potentiels, parce qu'on parlait beaucoup de l'importance de cibler, là, que le plan de conservation pourrait être un document de travail pour le ministère pour cibler des sites qui pourraient être restaurés. Eh bien, tous les secteurs encerclés en rouge, c'est des exemples de sites qui ont été ciblés qui pourraient être restaurés. Puis naturellement, bien, tout ce qui est à l'intérieur de nos bassins versants là, prioritaires là, serait également là, des sites à favoriser là, au niveau de la restauration. Sinon, on est également en attente il nous manque quelques données LIDAR pour compléter au niveau de la prise de données, donc au niveau de déterminer les espaces de liberté de ces cours d'eau importants où on a des problématiques d'érosion, donc on va être capable de restaurer. Encore une fois, ça pourrait être des excellents sites pour la restauration, les espaces de liberté ou de bons déplacements, de bon fonctionnement des cours d'eau. Bon, ben, ça pourrait être des excellents exemples là, d'endroits qui pourraient être ciblés au niveau de la conservation et de la restauration. Sinon, les indices de qualité de bande évrenne, c'est d'autres données à venir, les chevelus des cours d'eau, notamment dans les montagnes. Donc, pour ce qui est des volets au niveau des milieux humides, il y a des milieux humides qui ont été ciblés prioritaires. Donc, en rouge, c'était ceux qui ont été prioritaires. Les jaunes, c'est le restant. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'on détruit, mais bon. Donc, pour le reste, c'est ceux qui ont été sélectionnés en tenant compte des facteurs de connectivité, puis des autres types de milieux naturels. S'il y a moyen de conserver un milieu humide qui a aussi un massif forestier d'importance, mais tant mieux. Donc, c'est cela. Merci. Merci beaucoup, M. Taversi. Merci à tous nos panélistes. Donc, pour cette fois-ci, parce que j'ai vu que la période de questions était très populaire là, avec le public, je vais ne poser qu'une seule question dirigée pour lancer un peu la période de questions. Ensuite, je demanderai de façon classique de vous présenter au micro et de suivre les instructions comme j'ai mentionné. Donc, première question à nos panélistes qui s'adressent à l'ensemble de vous. Dans le fond, à la lumière des enjeux de développement de vos territoires en lien avec les milieux humides et hydriques, quels sont les défis en matière d'arbitrage que vous entrevoyez dans la confection de vos plans régionaux sur les milieux humides et hydriques? Monsieur Morancy, vous pouvez lancer le bal des réponses. En termes de défis, évidemment, en termes de défis. C'est facile. Donc, en termes de défis, évidemment, quand on parle de milieu humide, c'est évidemment quel type de protection on va donner à ces milieux-là. Tout le monde le sait, pour avoir côtoyé des élus, c'est toujours la question qui revient, est-ce qu'on va mettre une cloche de verre sur ces milieux-là? Donc, le défi, c'est d'être capable d'arriver avec une bonne compréhension, puis l'acquisition de connaissances est essentielle. C'est la base de tout, une méthode scientifique à la base qui permet, dans le fond, pour en parler un peu tantôt, là, de cet aspect-là, c'est vraiment essentiel. Peut-être le message là, à passer, c'est que on ne pourra pas tout protéger. Il faut essayer de voir, évidemment, là, qu'est-ce qui mérite une protection en termes de services écologiques, notamment. Et ensuite, on travaille évidemment avec les élus. C'est un processus qui vient par étapes. Dans notre cas, avant la loi 132, comme je disais tantôt, on avait déjà mis sur pied des comités. On avait réfléchi sur la question des milieux humides et la loi 132 a amené l'aspect hydrique. Donc, présentement, on est là-dedans, d'essayer de travailler un peu la même formule pour les milieux hydriques. Donc, en gros, c'est ça. Il y avait l'aspect des solutions aussi dans ta question. Peut-être, là, dans le fond, c'est d'arriver avec des argumentaires également, là, des argumentaires économiques. On a parlé un petit peu là, de la quantification des services économiques, là, tous les travaux de Jérôme Duprat. Ça peut peut-être aider à dire, la perte de milieu humide, c'est aussi la perte de services écologiques qui sont monnayables. On a parlé un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là. On peut surfer beaucoup là-dessus, essayer de vraiment avoir... Si on peut avoir accès à des études là-dessus, ça pourrait être vraiment intéressant pour aider dans le fond, dans les arbitrages comme tels. Monsieur Belzile, à vous la parole. Oui, en fait, moi, je suis arrivé ici vers 2h, puis j'écoutais un petit peu les conférences, puis je me disais, la partie facile, c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire le concept.
la recherche de données, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est la mise en œuvre. Nous, on a quand même une certaine expérience parce qu'on l'a mis dans notre schéma d'aménagement. Et on a rencontré certaines difficultés, notamment parce qu'une fois qu'il est dans le schéma, il faut le mettre dans des règlements qui sont opposables aux citoyens. Et quand on arrive, pour les milieux humides, ça va quand même bien, mais quand on arrive avec des milieux terrestres, c'est plus compliqué parce que nos outils réglementaires ne nous permettent pas nécessairement de le faire facilement. Et évidemment, lorsqu'on va arriver dans la zone agricole, nous, on ne l'a pas encore abordé, cette question-là, mais jusqu'à quel point on peut réglementer dans le sens où la seule chose qui est permise en territoire agricole, c'est de l'activité agricole. La conservation n'est pas une activité agricole. Alors, comment on va travailler avec ça? Il va falloir qu'on soit très imaginatif. Autre chose aussi qui est pour nous un grand défi aussi, c'est que, puis on l'a vécu parce qu'en faisant notre schéma d'aménagement, on a eu des poursuites. On en a encore. OK? Parce qu'à cause de la perte de valeur des propriétés des terrains qu'on a visés. On avait mis en place un mécanisme qui nous permet de garder une valeur. Cette valeur-là, maintenant, elle n'est plus là. Alors, comment on va faire pour trouver des zones de compensation, comment on va faire pour préserver des milieux alors qu'on est sur des terrains privés? Il va falloir trouver un mécanisme de compensation, l'achat de terrain peut-être. Donc, il va falloir qu'on soit très imaginatif à ce niveau-là. Donc, compensation. Et je parlais de milieu humide. Il ne faut pas oublier que nous, on a environ 530 hectares de milieux humides dans notre zone urbanisée qu'on voudrait développer. Si on développe ça, ça veut dire qu'il faut être capable aussi de trouver des compensations, des formes de créer des habitats ou de restaurer des habitats. Si on crée des habitats, on risque d'aller dans des milieux terrestres. Comment on va faire pour les préserver, ces milieux terrestres-là? Alors, il y a des défis là, qui semblent, a priori, quand on est au haut niveau puis qu'on fait notre cartographie, ça va bien. Mais quand on arrive sur le terrain pour les mettre en application, ça devient excessivement compliqué. Et on ne pourra pas fonctionner si on n'a pas le support de nos élus. Nous, quand la nouvelle réglementation est arrivée en place, la première chose que les promoteurs nous ont dit, c'est « votre plan de gestion ne tient plus ». Fait que maintenant, on ne peut plus détruire les milieux humides. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur les milieux terrestres, des zones où on voulait protéger. Donc, les milieux terrestres sont devenus très vulnérables. On n'avait pas nécessairement les outils, mais au moins, on a eu des élus qui se sont dit « Hey, c'est dans notre schéma, on y tient ». Et la seule chose qu'on a comme contrôle, c'est que la ville, elle a le pouvoir de ne pas ouvrir de rue. Alors, ça a été ça, notre seule chose. On l'a encore dans notre schéma, mais oui, on a été un petit peu vulnérable pendant un certain temps. Donc, le message que je veux vous retenir, là, c'est qu'il va falloir qu'on soit très imaginatif dans la question de la mise en œuvre de ces... Une fois le schéma fait, la mise en œuvre, c'est un élément clé, fondamental, et il faut s'attacher avec nos avocats parce que c'est pas simple. Puis on a encore, je vous dis, on a encore des poursuites sur le dos, nous autres. On va gagner, là, mais... Au moins, on termine sur une note d'espoir. On va gagner. Monsieur Traversy, à votre tour. C'est on, ici. C'est bon. Non, ça ne marche pas. OK, oui, c'est bon. OK, on y va. Donc, le plus grand défi, en fait, c'est sans doute au niveau de l'arbitrage, de la mise en œuvre. J'aurais tendance à être d'accord. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, à ce niveau-là, c'est que la très grande majorité de tous ces milieux humides-là se trouvent chez des propriétaires. En tout cas, chez nous, là, c'est peut-être pas le cas de la ville de Lévis, mais chez nous, c'est la très grande majorité de ces milieux humides-là se trouvent chez des propriétaires privés, chez des propriétaires forestiers, propriétaires agricoles. Donc, c'est important. Puis nous, en fait, l'angle d'attaque pour pallier à cette problématique-là ou à ce défi-là, c'est de dire on va les impliquer tout au long du processus, tant au niveau de la priorisation des milieux qu'au niveau des mesures qui vont être mises en place. Donc oui, oui au niveau des préconsultations, mais aussi quand vient le temps de rencontrer les élus, on a conservé nos comités comités foresterie, comités consultatifs agricoles, donc les propriétaires forestiers et agricoles ont continué d'être impliqués tout au long du processus pour être sûr que les mesures qui soient mises en place, en fait, soient adaptées à la problématique. Parce que même avec le plus mauvais chantier forestier, là, le milieu humide, ça reste un milieu humide en bout de ligne. Oui, il y a moyen de mettre des mesures en place, très certainement, mais c'est pas comparable, par exemple, à un nouveau centre d'achat où il n'y a plus du tout de milieu humide. Donc, c'est important de prendre des mesures qui sont appropriées pour permettre justement une utilisation durable du milieu, puis qui ne soit pas démesurée versus la problématique ou la menace en cause. Je
pense que c'est une réponse qui va satisfaire quelques forestiers qui sont dans la salle. Je pense aussi que le niveau de conservation d'une vocation forestière est humide aussi lorsqu'on a un mauvais drainage puis qu'on a une terre humide dans une forêt. C'est quand même déjà une bonne mesure. Puis on s'entend aussi aller aussi avec de la machinerie lourde dans un milieu humide lorsque déjà l'investissement de base n'est pas... caler sa machinerie, c'est pas non plus une bonne méthode, une bonne façon de faire de la foresterie, créer de l'orniérage non plus. Donc je pense aussi qu'il y a un défi pour les forestiers d'avoir des bonnes caractéristiques de travaux forestiers là, pour conserver ces milieux-là. Maintenant, ce serait la période de questions.